Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 56 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Cette semaine, je reçois Prisca Ratovonasi, la cofondatrice du podcast Les Enfants du bruit et de l'odeur. Prisca s'est lancée dans l'aventure du podcast après en avoir eu marre des discours racistes qu'elle entend encore aujourd'hui au sein de l'école. Elle a 2 filles, elle est née, elle, à Madagascar, et elle pensait qu'en 2020, ses filles ne vivraient plus ce qu'elle a enduré, elle, en arrivant en France en 1991. Malheureusement, la réalité l'a rattrapée et elle s'est dit qu'elle devait donner la parole à tous ces parents qui souffrent pour leurs enfants. Dans cet épisode, on aborde plein de thèmes variés comme l'histoire de la colonisation, les micro-agressions quotidiennes et ce qu'elles peuvent déclencher chez les enfants, la posture des enseignants et de l'école en général vis-à-vis d'un enfant racisé. La discussion est passionnante. Prisca connaît le sujet par cœur et amène des informations précieuses pour comprendre les enjeux de cette décennie face à nos enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Prisca. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de me recevoir chez toi à Bordeaux. J'adore quand je reçois des gens et qu'ils sont bordelais. D'accord. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invitée. Alors on va parler de ton podcast, mais on va parler aussi de ton parcours. Et je pose toujours cette question. Tu es maman de 2 filles, de 2 petites filles. Est-ce que tu as eu la sensation à leur arrivée d'avoir une matrescence ou un changement d'identité, que ça a changé quelque chose dans ta vie ou c'était une super continuité ? Bah écoute, oui, franchement oui. Je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs. Je m'étais fait tout mon film sur la maternité, sur comment je voulais accueillir ma fille, quelque chose de très fantasmé, quelque chose de parfait, on va dire. Et puis en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors déjà, ça a commencé pendant ma grossesse. Et c'est pas du tout passé comme je voulais, comme je m'y attendais, comme je m'étais fait une idée d'une grossesse parfaite. J'ai été malade jusqu'au 7e mois de grossesse. Donc déjà, à partir de là, je m'étais dit, je vais me faire un côté cocooning. Et en même temps, j'étais un petit peu... je faisais mes études de psychologie, j'étais en licence de psychologie. Donc rien que dans ma tête, j'étais déjà déconnectée. Parce que comment tu peux faire une licence de psychologie, avoir un mémoire à rendre, aller en cours, travailler à mi-temps à côté et te dire que tu vas te faire un moment de cocooning. Déjà, rien que ça passait pas. Mais dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça va le faire, tu vas pouvoir tout gérer. Et puis, j'ai été hospitalisée donc, à la fin de ma grossesse pour risque d'accouchement prématuré. Je suis ressortie de l'hôpital et après, juste quelques jours avant l'accouchement, j'ai été totalement immobilisée. Je n'arrivais plus à marcher. J'ai eu un truc, je ne savais pas ce que c'était, mais je ne pouvais plus marcher. J'avais des douleurs atroces, je ne pouvais même pas bouger le petit doigt de pied. J'ai mis 3 heures pour aller aux toilettes. C'est pour te dire que les toilettes étaient juste à la porte d'à côté de ma chambre. Donc à partir de là, déjà, il n'y avait rien qui se passait correctement comme ce que j'avais imaginé. Et puis une fois que l'accouchement s'est passé, déjà à l'hôpital, on ne m'a pas tout à fait écoutée. Je parlais de certaines choses et on me disait « Mais non, vous faites tout un... Voilà, c'est pas comme ça, nous on sait... » Et donc j'ai ressenti ça un peu comme une espèce de petite agression. Donc j'ai pas pu réellement contrôler mon accouchement. Donc il y avait plus le côté je vais respirer. En fait toute ma bulle, tout a été déconstruit. En fait ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais imaginé.
Après ça, l'accouchement s'est quand même très bien passé. J'ai accouché en quelques heures, j'ai dû pousser 3 fois, ma fille est sortie, tout allait bien. Et je me rappelle en fait de ce moment où il y a eu beaucoup de monde, les infirmières, les médecins, les sages-femmes, mon mari. Et puis à un moment, vers 5h du matin, on s'est retrouvées toutes les deux, enfin, toutes les deux. C'est là où on s'est vraiment rencontrés pour moi, quand tout le monde est parti. Il faisait encore nuit, mais c'était à 5h du matin. Et là, je l'ai regardée et je me suis mise à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps pendant au moins 1 heure, parce qu'elle était si petite, si fragile. Et là, je me suis dit que plus jamais je pourrais la protéger comme quand elle était dans mon ventre. Et là, je me suis dit, on pourrait la blesser, elle aurait peut-être des peines de cœur, elle vivrait peut-être du racisme, elle pourrait vivre tout ce que moi j'ai vécu, mais je ne pourrais peut-être rien faire pour pas que son petit cœur se brise. Et j'ai pleuré. Et aussi, je me suis dit, quand tu donnes la vie, c'est qu'elle va mourir un jour. Et tout ça, en fait, ça a duré 1 heure. Et je lui ai parlé pendant 1 heure, je lui ai expliqué qui j'étais. Je lui ai dit que je ferais sûrement des erreurs, que je serais sûrement pas parfaite, qu'il y aura beaucoup de choses, mais que j'espère qu'on pourra se parler et qu'elle pourra toujours me faire confiance. Mais ça a été une petite blessure quand même pendant cette heure, où je me suis rendu compte tout à coup qu'elle était là, qu'elle était si petite, si fragile et que j'avais la responsabilité d'un autre être humain. Ah ouais, c'est fou que tu l'aies eu aussi vite au moment de juste après l'accouchement, quoi. Tu as eu cette prise de conscience de... On parle souvent de cette dualité vie-mort au moment de donner la naissance, notamment. Mais toi, ça a été très présent, quoi. Oui. Et en fait, à partir du moment où on s'est retrouvés toutes seules, vraiment, ce calme, ce moment de calme a fait que je me suis rendu compte, peut-être qu'avant, j'étais tellement dans un tourbillon entre mon travail... Et là, à un moment, je me suis dit, mais oui, voilà ce qui se passe. Alors toi, tu es arrivée en France petite fille, tu avais 8 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Est-ce que tu parlais français ? Qu'est-ce que tu en retiens de cette période-là ? Alors, j'avais 9 ans quand je suis arrivée en France. Je ne parlais pas très bien français. Je parlais malgache, puisque en fait, je suis née à Madagascar. Et j'ai dû apprendre à parler français pendant les vacances scolaires, pendant les 2 mois de vacances scolaires. Bon, ça s'est plutôt bien passé, j'étais plutôt studieuse et j'aimais bien les langues en général. Et quand je suis arrivée ici, en fait, pendant les vacances, j'étais vraiment toute seule avec ma maman et je m'étais fait, encore une fois, des tonnes d'idées, tout allait bien se passer, j'allais rencontrer des copines, j'étais vraiment très contente. Parce qu'en plus, à Madagascar, quand j'étais petite, je me disais, mais il y a Paris, il y a la Tour Eiffel. Tu vois, j'avais vraiment des choses. Et j'ai atterri en Normandie, donc il n'y avait pas de Tour Eiffel. J'étais un petit peu en me disant, mais il n'y a pas la Tour Eiffel, en fait. Et j'étais aussi impressionnée du nombre de voitures qu'il y avait à Paris. Je me suis dit, waouh, il y a plein de voitures. Mais sauf qu'il a fallu partir en Normandie, il y en avait beaucoup moins. Et il y avait plein de vaches. Tour Eiffel. C'est ça, il y avait des vaches à la place. Mais ça, des vaches, j'en ai aussi à Madagascar. Donc... Et le premier jour d'école a été quand même assez compliqué parce que ça a été tout de suite. J'ai d'abord été un petit peu la chose que tout le monde regardait, la chose un peu étrange. Je dis le mot chose parce que je me suis vraiment sentie chosifiée. Donc on m'a regardée vraiment de la tête aux pieds, comme un objet. Les enfants allaient autour de moi, touchaient mes cheveux, touchaient mon corps, voulaient savoir si parce que je ne m'étais pas très bien lavée, que j'étais aussi foncée. Est-ce que si on frottait un peu, si on mettait de l'eau de javel, est-ce que j'allais éclaircir, enfin ce genre de choses. Et pour moi, ça a déjà été une vraie agression en fait, de me retrouver en plein milieu de la cour de récré et avoir autant de monde autour de moi. En plus de ça, il y a eu mon nom de famille. Je m'appelle Ratovnas, et en France on dit Ratovonazi, mais c'est pas la bonne prononciation. Mais déjà, rien que ça posait problème. Le maître d'école, à chaque fois, disait « mais vous avez un nom à coucher dehors. Oh là 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 là, mais les noms malgaches en même temps. Mais vous pouvez pas vous appeler avec quelque chose de plus simple. » Donc, il y avait déjà une stigmatisation où, à chaque rentrée scolaire, je savais que j'allais y avoir droit. Et il y avait tout ça qui se jouait en fait. Donc je me sentais déjà un petit peu, il y avait cette espèce de blague sur mon nom, rato, veau, nazi, je suis un nazi, je suis un veau, je suis un rato, enfin, voilà. Donc c'était des choses comme ça, et puis on me disait que c'était des noms malgaches à coucher dehors, et patati et patata. Et il y avait en fait une espèce d'agression vis-à-vis des enseignants qui passaient leur temps enfin pas leur temps, mais qui inconsciemment se moquaient de petites choses qui moi me blessaient. Et puis il y avait aussi l'agression après dans les cours de récré avec, par exemple, on m'avait appelé plusieurs fois. J'ai envie de dormir. D'accord, tu n'as pas envie de dormir. Alors on fait comment ?
Donc, du coup, dans la cour de récré, on m'appelait Bamboula, on m'appelait Banania, on me demandait d'aller monter sur des arbres parce qu'on me disait, mais non, mais toi, tu vas y arriver, chez toi, tu dois faire ça, tu marches pieds nus, tu grimpes dans les arbres. On me parlait de singes, ce genre de choses. Et en plus de ça, il y avait la réaction aussi des enseignants. Quand je venais me plaindre auprès des enseignants en me disant non mais il m'a traité de bamboula, voilà. Et puis ils rigolaient en me disant oh mais c'est pas bien méchant, puis tu connais pas, on va faire la bamboula. Enfin il y a toutes ces choses en fait. Donc faut pas mal le prendre, hein. Tu sais nous on n'est pas habitués. Et puis regarde, et puis il y a aussi le côté on n'est pas raciste, hein, tu sais, nous on fait plein de choses, regarde dans l'école, on va donner des sacs de riz à l'Éthiopie, regarde. Et il y avait toujours, en fait, à chaque fois que je disais quelque chose, les adultes autour de moi disaient mais non mais c'est pas grave, mais non mais laisse-les rire, mais non mais en même temps fais un peu plus d'efforts pour t'intégrer. Et en réalité pour moi c'était vraiment assez difficile. Donc au fur et à mesure, je voulais plus trop aller à l'école. Je disais à ma mère, bah non, j'ai plus envie, et elle savait pas comment gérer ça, parce que même pour elle, en fait, elle devait s'adapter dans un pays qu'elle ne connaissait pas, et elle a été aussi déclassée, on va dire, par rapport à ce qu'elle faisait. Elle s'est retrouvée à faire femme de ménage, c'est des choses nous, on avait des femmes de ménage, en fait, à Madagascar, on avait un chauffeur, et en fait, toute sa vie a changé aussi. Et elle devait s'adapter à quelque chose qu'elle ne connaissait pas, et elle s'y attendait pas. Donc, elle avait aussi cette problématique très difficile pour elle, en tant qu'adulte. Et elle n'arrivait pas non plus à gérer en fait cette problématique au sein de l'école, parce qu'elle me disait toujours « Ah mais non, mais va voir l'enseignant !» mais avec conviction, en pensant qu'il y allait y avoir quelque chose qui allait changer. Et en fait, pas du tout. Et quand elle venait, par exemple, voir l'enseignant, il y avait cette espèce de dédain, on se moquait d'elle, alors qu'en fait, elle venait en fait, d'un pays étranger, elle parlait le français, le malgache, c'était pas non plus chose facile, mon enseignant ne parlait que le français. Mais pour lui, à partir du moment où ma mère pouvait faire, par exemple, des fautes sur le féminin et le masculin, c'était quelque chose elle n'avait pas la culture. Alors que, par exemple, dans ma famille, ma grand-mère était la première femme commissaire de police, mon grand-père avait fait des études d'ingénieur. On n'était pas des personnes illettrées en réalité, mais ça n'empêche que, venant ici, on était devenus des personnes illettrées, on va dire, alors que pour moi, ma mère est une femme très intelligente. Et il y a toutes ces choses en fait qui se passent. Quand on voit en fait la dévalorisation des enseignants vis-à-vis de ses propres parents, ma mère est quelqu'un avec beaucoup de caractère, qui se débrouille très bien seule, qui a une capacité d'intégration, une intelligence folle. Et quand je la voyais dans ma sphère privée et la façon dont elle était rabaissée dans la société, moi c'était aussi des petits pincements au cœur. Quand je la voyais, je me disais mais en fait si elle-même, mon héros, ne peut pas faire grand-chose, qu'est-ce que je peux faire moi face à ça ? Donc c'était toutes ces choses qui se jouaient en fait à l'école, qui étaient assez difficiles. Et puis arrivé à la maison, il y avait aussi la télé. Par exemple, Club Dorothée, moi je vois toujours le moment où il y a des Noirs cannibales. C'est des choses qui, mes copines, ça les faisait rire. Mais en fait, moi, je savais très bien, parce que après on me disait que j'étais cannibale, que les Noirs mangeaient des gens. Mais Club Dorothée, par exemple, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez agressif. Parce qu'il y avait, bien sûr, on ridiculisait les Noirs, le corps des Noirs, et toujours Dorothée finissait dans un chaudron avec des Noirs qui voulaient la manger. Donc il y avait énormément de choses qui passaient à la télé, que ce soit Michel Leb, que ce soit même les blagues de Coluche parfois avaient des résonances, que les présidents, la République, en fait on était toujours le problème à la télé, que les personnes puissent avoir des discours comme ça sur nous, que les livres qu'on lise, que les choses qu'on étudiait à l'école, que les poésies qu'on apprenait, en réalité ça me renvoyait toujours au fait qu'on pouvait se moquer et me réduire en fait. Qu'on pouvait se moquer de ma condition, de ma couleur de peau, de ce que j'étais, et que les gens imaginaient des choses sur moi et que je n'étais absolument pas, et que je devais accepter ça. Et c'était assez difficile. Est-ce que toi, tu as la sensation, comme je sais, Lilian Thuram, il le dit souvent, qu'il a découvert qu'il était noir dans le regard des autres quand il avait 10-11 ans, quoi. Est-ce que toi, tu as cette sensation-là aussi quand tu es arrivée en France, au final ? Tout à fait. Moi, j'ai vu des enfants blancs. J'avais des cousines en fait qui étaient blanches, blondes quand j'étais petite à Madagascar. Et on n'avait jamais parlé de ça. En fait, on vivait ensemble et ça se passait très bien. Et à partir du moment où je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que non, c'était quelque chose qui était important et que j'étais minoritaire et que ma couleur voulait dire quelque chose et que j'étais noire pour eux. Et moi, ne serait-ce que noire, en fait, je disais, au pire, je suis marron, mais je suis pas noire. C'est comme toi, t'es pas blanc, t'es beige, t'es rose. Et il y avait des tonnes de choses, en fait. Et c'est pareil, j'ai aussi appris que je pouvais pas nommer les blancs blancs. Que moi, on pouvait me nommer noir ou black, mais qu'en réalité, moi, je ne pouvais pas nommer. Et qu'on pouvait dire de moi, vous les noirs,
où on pouvait faire un groupement, mais moi je disais non mais les blancs, non mais attends, c'est super raciste ce que tu dis Prisca. Et moi je disais mais alors en fait ça te dérange pas il y a 5 minutes quand tu disais les noirs, mais moi si je dis les blancs, tout de suite c'était raciste. Et la preuve, quand tu parles de Lilian Thuram, le problème en fait quand Lilian Thuram a parlé des blancs, ça a fait tout un scandale et on a parlé du racisme anti-blanc. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans le foot ? Qu'est-ce qui se passait ? Un homme face à des milliers de personnes se fait huer en plein milieu du stade. On fait des cris de singe. Qu'est-ce que ça fait pour un homme seul, là, face à tous ces blancs ? Qu'est-ce que ça ramène comme condition ? Et en fait, on parlait de ça, et pour éviter de parler de ça, on met le problème sur Lilian Thuram qui a dit « vous les blancs ». Donc, en France, c'est raciste de dire « vous les blancs », mais c'est pas raciste de faire des cris de singe ? Donc, c'est toujours la même chose, en fait. Nous, on doit fermer notre bouche, on doit rien dire, et on doit dire « bon, bah d'accord, merci du fait que je sois là, merci du fait... » En fait, c'est ça. C'est toujours, on n'a pas le droit à la parole. Et quand on pointe du doigt un problème qui nous est propre, les personnes qui ne le vivent pas savent mieux que nous. Sur les plateaux de télé, ils sont invités. Ils ont le droit de parler de... Voilà, mais ils ne savent pas. Hein. Ils n'ont pas vécu ce racisme depuis tout petit. Mais ils savent mieux que nous. On n'a pas le droit à la parole. Alors, est-ce que tu peux me dire en quoi ta double culture t'aide dans ta parentalité ? Est-ce que déjà tu la transmets à tes filles ? Et comment est-ce que tu vois ça, toi, en tant que maman ? Alors, déjà, ça a été très difficile pour moi par rapport à la double culture, parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, qu'il fallait que je cache tout ce qui pouvait être malgache en moi. Parce que je me suis rendu compte que oui, parce qu'on se moquait de moi. Quand je parlais de Madagascar, on me disait « Ah, mais c'est pauvre chez vous !» C'était la seule chose qu'on me disait, en fait, de Madagascar, où on me disait « Ah, mais oui, il y a beaucoup de prostituées à Madagascar !» Mais c'était, voilà, toujours des choses comme ça, en fait. On me disait jamais rien de positif, même si moi, je savais, en fait, qu'il y avait aussi des choses. Et après, je parlais plus de Madagascar, où je me disais « Bah ouais, mais non, je dis pas d'où je viens, je parle pas. » Mais en même temps, j'avais pas trop le choix, parce que dès qu'on me voit, on me dit « Bah tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Tu viens d'où ?» Et c'était quelque chose qui m'agressait beaucoup parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais dire Madagascar, on allait sortir tous les stéréotypes sur Madagascar et que moi, malgré que je veuille dire des choses positives, on me dit oui, mais quand même, parlons pas de ça, parlons plutôt que... Voilà. Donc il y avait ce côté apitoiement tout le temps en fait sur mon pays. Donc il y a eu un moment, avant d'avoir des enfants en fait, je me disais je vais pas en parler ou je vais éviter cette discussion et voilà. Par contre, au sein de ma famille, on a toujours valorisé Madagascar. J'ai appris l'histoire de Madagascar. Il y avait plein de choses, voilà. Mais à l'extérieur, je le valorisais pas. À partir du moment où j'ai été enceinte, je me suis dit non en fait, parce qu'en fait je suis malgache et Madagascar, j'ai pas envie que mes enfants entendent l'histoire de Madagascar sous un regard faussé. Donc j'avais envie de raconter ce qu'était Madagascar pour moi, autre que ce qu'on voyait à la télé. Autre que juste des lémuriens. C'est vrai qu'on a des lémuriens, mais en fait, on a aussi des gens à Madagascar. On a aussi une culture, on a eu des reines, on a eu des rois, et la France n'est pas venue nous apprendre à écrire, ni nous apprendre une langue. On avait nos langues, notre histoire, notre culture, et voilà. Et c'est vrai que quand on parle de Madagascar, il y a même des gens qui me disent qu'il faudrait que je leur dise que oui, la colonisation a été quelque chose d'exceptionnel, que Gallieni n'a pas détronisé la reine malgache, qu'elle n'a pas dû s'exiler. Voilà. Il fallait dire que des choses positives sur la colonisation. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y a eu la colonisation, mais on a eu une histoire, des siècles d'histoire avant ça. Et on a encore une histoire aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai des livres en malgache. C'est la raison pour laquelle... par exemple, j'apprends l'hymne national malgache à mes enfants, je leur apprends à dire des mots, ma maman parle un peu malgache avec elle, et c'est la raison pour laquelle aussi je me suis dit, il va falloir que j'en fasse plus, parce que moi je suis toute seule à parler malgache dans cette maison, et c'est pas évident quand t'es toute seule pour essayer d'apprendre un peu plus la langue. Mais c'est vrai que je parle de plus en plus malgache à mes filles, et j'aimerais aussi retourner plus souvent à Madagascar que ce que je n'ai fait aujourd'hui. Et tu dis que tu parles un petit peu malgache, c'est-à-dire que tu n'as pas instauré de leur apprendre tout de suite petite et parler uniquement avec elles en malgache. Alors, quand elles sont nées, j'ai parlé par exemple un petit peu... Enfin, je ne parlais pas constamment malgache, parce que déjà, par exemple pour Nirina d'ailleurs en malgache et non pas Nirina, on a vécu au Vietnam. Donc à partir de là, déjà, je devais parler anglais, vietnamien et français de temps en temps. Donc c'était assez compliqué pour moi. J'avais aucune personne malgache autour de moi, j'avais aucune personne qui me ressemblait avec qui parler cette langue.
Donc, c'est vrai que j'ai parlé d'abord français et malgache avec elle. Ça veut dire que toutes les chansons, je les ai toujours faites en malgache. Je lui disais des petits mots, mais j'avais pas, par exemple, les petits mots doux, des mots tendres, mais j'avais pas une conversation au quotidien en malgache avec elle. Voilà. Et j'aimerais pouvoir changer ça aujourd'hui. Et est-ce qu'elles sont demandeuses ? Oui, oui. Toutes les deux. Par exemple, on a des livres de contes malgaches et le soir, on a le petit moment où elles veulent que je leur raconte en fait des contes en malgache parce que par exemple, quand j'étais petite, ma grand-mère faisait ça tout le temps. Elle nous inventait des histoires et c'est des moments avec mes cousins cousines où on essayait de gratter un peu de temps avec ma grand-mère et comme elle était quand même grand-mère un peu, elle se laissait vite avoir donc on disait une histoire, deux histoires et c'est pareil en fait. Quand on parle une langue, il y a aussi une philosophie qui va derrière tout ça, il y a une structure de pensée qui va derrière tout ça. Et je trouve ça important, parce qu'à Madagascar, on a aussi une autre vision des choses, et cette vision est quelque chose, en fait, que j'aimerais aussi apporter à mes enfants. Il y a des mots que je ne peux pas retranscrire quand je leur raconte une histoire. Des fois, j'essaie de le dire en français, et puis quand j'arrive pas à le trouver, je leur dis en malgache, et puis je dis, vous allez apprendre ce que ça signifie. Ouais, puis ça fait partie de toi aussi. Exactement, c'est tout à fait. C'est une partie de toi que tu leur transmets. Exactement. Et ça permet aussi, parce que du coup, moi, je parle malgache avec ma mère, par exemple, mais c'est aussi important de se rendre compte de la place de ses parents quand ils ne peuvent plus nous parler une langue. Ça coupe la relation. Par exemple, les enfants qui n'ont pas pu parler la langue maternelle, ça coupe une relation. Il y a quelque chose qui ne se fait plus, il y a quelque chose qui s'abîme, il y a quelque chose qui ne se transmet plus. Et par exemple, quand je parle français avec ma mère, je vois bien que ça met une distance entre nous et ça change aussi le rapport de force. Quand je parle français avec ma mère, je suis celle qui connaît. Quand je parle malgache avec ma mère, je retrouve ma place d'enfant aussi quand j'étais petite sur des choses. Parce que elle-même, elle a intégré que peut-être qu'elle n'était pas si bonne en français et peut-être qu'elle ne savait pas et qu'elle a intégré aussi certains stéréotypes et moi, je les ai intégrés aussi. Et il y a un rapport qui se joue différemment. Et quand on parle malgache toutes les deux, je me rends compte que oui, parfois j'ai des difficultés, qu'elle a une finesse de langue que je ne maîtrise pas, que ma mère parle en fait plusieurs langues malgaches, parce qu'il y a plusieurs langues à Madagascar. Et ça me remet aussi des fois en me disant, parce que j'ai intégré aussi certains stéréotypes, en me disant oui, mais bon, tu comprends pas, parce que... Et le fait de parler malgache avec ma mère, parfois je me dis mais ma mère en fait c'est une warrior quoi. Elle est venue me voir au Vietnam par exemple, il y avait des trucs où pendant ça faisait une année que je vivais au Vietnam, j'arrivais pas à comprendre des choses. Elle en une journée, elle est partie, elle a fait des choses et elle arrivait à se faire comprendre beaucoup mieux que moi. Et là je l'ai regardée, je me suis dit ouais, elle parlait anglais avec des gens alors qu'elle parle pas anglais ma mère. Elle est en une journée avec des amis anglais, elle arrivait à se faire comprendre. Et j'ai dit mais moi j'ai fait tant d'années et j'arrive même pas à me faire comprendre. Et ça m'a montré aussi, en fait, cette capacité que ma mère a de me dire, en fait, je peux la placer n'importe où, elle peut aller n'importe où. Elle a ce truc qui a pourtant été dévalorisé pendant très longtemps. Ouais, mais mine de rien, la capacité d'adaptation, aujourd'hui en 2020, on sait que les familles expats, et tu l'as vécu toi aussi en tant qu'expat, aujourd'hui on le voit comme un atout. Voilà. Mais c'est toute une façon de voir. Comme tu dis, entre l'immigration ou être expatrié, c'est pas la même chose. Et surtout, c'est pareil, ce mot expatrié et immigration, ça a aussi une connotation. Et c'est ça, quand on dit expat, c'est très valorisant. Exactement. Si on dit immigration, c'est pas du tout valorisant. C'est ça, tout à fait. Moi, je sais qu'à Madagascar, dans mon pays, il y a plein de Français. Ils se diront jamais immigrés. Ils se diront toujours expats. Quand je vais au Vietnam, il y a plein de Français. Quand je vais en Côte d'Ivoire pour le travail, il y a plein de Français. Il y a des écoles françaises implantées un peu partout. Il y a des communautés françaises implantées un peu partout, mais on ne dira pas que c'est du communautarisme. Donc, absolument pas. Quand on voit trois Noirs ensemble, d'ailleurs, on dit que c'est du communautarisme. Ils ne viennent même pas du même pays. Hein. Il y en a un qui est français, l'autre qui est, je ne sais pas, malgache, et l'autre... Mais forcément, cette mélanine fait que c'est du communautarisme. Mais après, les gens vont vous dire « Ah non, on ne voit pas la couleur ». Mais par contre, voir trois Noirs ensemble, c'est communautaire. Alors, tu vas nous raconter, parce que tu as quand même créé un super podcast en ces débuts d'année 2020. Pourquoi est-ce que déjà tu as créé ce podcast? Et nous expliquer le titre de ce podcast, à quoi est-ce que ça fait référence? Alors, j'ai créé ce podcast parce que après 8 années au Vietnam, je suis rentrée en France. Donc, c'est vrai que pendant 8 années, j'étais dans un autre monde, dans une autre bulle avec ma famille. Hein. Et il y avait aussi des problématiques. Hein. Mais quand je suis rentrée, mes filles ont vécu en fait un racisme au sein de l'école. Un racisme
qui pouvait paraître, subtil, mais elle le vivait quand même. Et même au niveau des comportements des autres personnes vis-à-vis d'elle, même vis-à-vis de moi, et je me suis dit, mais mince, j'avais oublié en fait tout ça. Donc je suis revenue en France et je me suis dit, mais en fait rien n'a changé. On est en 2020 et elles sont en train de revivre la même chose que ce que j'ai vécu moi quand j'avais 9 ans. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut en parler, il faut en discuter. Et j'en ai parlé à des copines qui m'ont dit, attends Prisca, t'étais dans quel monde, toi ? Mais oui, en fait, nous, on a toujours vécu ça n'a pas changé, en fait. Et j'ai discuté avec d'autres mamans, et j'ai observé, et je me suis dit, mais ouais, c'est exactement la même chose. Et je me suis dit, à chaque fois qu'on le dit individuellement, on a toujours ce truc, tu fais tout un drame, c'est pas vraiment ça. Et aussi, cette blessure, en fait, parce que ce sont des blessures, hein, cette blessure, on a toujours l'impression d'être seul un petit peu, puisque à force de s'entendre dire que c'est pas tout à fait vrai, que c'est pas, on se pose des tonnes de questions, on se dit mais c'est moi ou j'hallucine ou est-ce que ça c'est... Et du coup, on se remet toujours en question perpétuellement. Et je me suis dit non, on va faire un podcast afin de donner la parole à toutes ces personnes qui le vivent et celles qui ne veulent pas prendre la parole, au moins d'entendre cette expérience en disant mais non, t'es pas folle, non, c'est pas toi le problème, t'as pas un manque d'humour. En réalité, on est tous comme ça, on le vit tous. Et on est nombreux à le vivre. On est des millions en France à le vivre. Parce qu'en fait, il y a des millions de personnes racisées en France. Et à partir de là, je me suis dit que c'était important. Et pourquoi l'école ? Parce qu'en fait, l'école est le microcosme en fait, de la société. Et que toute cette société est malade. Toute cette société vit ce racisme systémique, ce racisme ordinaire. Et les enfants, dès la plus tendre enfance, sont mis face à ça. Et que se construire en tant qu'enfant, avec cette lourdeur de stéréotypes, ces agressions, c'est pas évident. Et je me suis dit, j'aimerais bien que mes enfants puissent vivre une enfance légère, juste une enfance en tant qu'enfant, sans avoir à porter tout ce poids de la couleur. Donc c'est la raison pour laquelle, avec Ulrich, on a décidé de créer ce podcast. Et le nom, ce nom fait référence au discours du 19 juin 1991 que Jacques Chirac avait prononcé à Orléans. Et lors de son discours... Attends, je propose juste qu'on l'écoute. On va écouter ce discours pour qu'on ait bien en tête les références. Et ensuite, tu peux nous expliquer. Tout à fait. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit... sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Donc voilà, c'était l'extrait de Jacques Chirac. Je pense qu'on est peu à l'avoir entendu dans son intégralité, en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus violent. Tout à fait. Quand tu entends vraiment tout. Pour toi, c'était une évidence, ce nom ? Oui, parce qu'en fait, c'est resté. Hein. Moi, je suis arrivée en France en 1991, à peu près, oui, c'est ça. Et je l'ai entendu. Et c'est pareil. Pour moi, j'étais un peu accueillie avec ce discours. Donc, réellement... Il parlait de moi, de mes parents, et ça faisait vraiment, ça résonnait avec ce que j'entendais dans les cours d'école. Ça résonnait avec tout ce que j'entendais dans les cours d'école, avec cette image, en se disant, nous étions des personnes bruyantes, odorantes, et c'est vraiment l'autre, nous étions les autres qui empêchaient en fait la population française de fonctionner correctement. Et le plus violent dans ce discours, déjà, de se dire qu'à la télé, en fait, qu'un homme politique représentant tous les Français puisse stigmatiser une partie des citoyens français ou des citoyens, des personnes vivant en France, et que ça soit accepté, qu'il n'y ait aucun problème, que ces mots puissent être prononcés, et qu'en plus de ça, les rires, le consentement, il y avait quand même une connivence. Moi, j'ai trouvé ça très violent. Moi, je m'attendais à ce que les gens disent « Non, mais ça va pas, mais comment pouvez-vous » Non, tout le monde était d'accord. Ils étaient tous d'accord. Oui, c'est vrai que dans l'extrait, on entend quand il y a cette phrase sur le bruit et l'odeur, ce que les gens font, c'est du racisme passif. Ok, ils disent rien, ils cautionnent et ils en rigolent.
Et c'est aussi ça que tu dénonces dans ton podcast. C'est pas que les gens qui viennent insulter face à face ou sur les réseaux sociaux, mais tous les gens qui cautionnent ou qui ne disent rien. Parce que je pense que c'est ça, en fait, le plus dangereux. C'est ce racisme insidieux, en fait. C'est ce côté où on peut dire des choses à des personnes et après on dit non, mais c'est rien. Et que même parfois, les personnes ne se rendent même pas compte que c'est une réelle agression. De dire des personnes racisées comme ça, qu'en fait, elles sont le problème de cette société. Parce qu'en réalité, pendant les élections, tout le temps, on entend parler de ça. On est toujours le problème. Les élections arrivent, nous sommes montrés du doigt. Nous sommes constamment le problème de la France. Sauf quand on gagne une Coupe du Monde, tu vois. Oui, et encore. En 98, voilà. En juillet 98. Oui. Non mais c'est vrai, mais c'est le moment où tout va bien. Mais parce qu'en plus de ça, même derrière ça, il y a des stéréotypes. Même derrière ça, il y a des stéréotypes. Donc en fait, nous sommes acceptables que dans le sport, à partir du moment où on gagne, et comme disait Yannick Noah, quand il gagnait, il était français, sinon il était camerounais. Donc encore une fois, en fait, ce côté, il n'y a pas que ça, c'est le fait de se dire, oui, mais on va enlever la déchéance de nationalité. En fait, on est toujours on n'est jamais 100% français. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, pendant mes cours, pourtant je suis adulte aujourd'hui, l'enseignant, l'intervenant, à un moment se met à dire, regardez, il donne un prénom d'une personne qui est noire, et il dit, t'es de quelle origine, toi ? Et il demande à une autre personne, et toi, tu viens d'où, toi ? En fait, pour lui, il est juste il ne peut même pas se dire que cette personne est française. Donc on n'est pas totalement français. On est toujours... on vient toujours d'ailleurs. Ça veut dire qu'on peut très bien être blanc et d'origine italienne, mais personne ne va aller se demander ça. Et puis ça va aussi dans l'ordre de l'intime, en fait. De se dire se justifier. On doit toujours se justifier de qui on est, de pourquoi on est là. Ma fille, il y a quelques jours, elle était en bas de chez nous. Un enfant qui n'habite pas là lui demande ce qu'elle fait là. Elle a le droit de rentrer chez elle, non ? C'est quoi le problème ? Mais ça commence très tôt. Qu'est-ce que tu fais là ? Si toi, tu attends, par exemple, devant une porte, personne ne viendra te dire ça. Moi, la première fois que je suis venue visiter cet appartement, j'ai attendu la propriétaire et une personne est venue me demander ce que je faisais là. Mais qu'est-ce que ça... Mais c'est pas la première fois qu'on me demande ce que je fais là. J'ai acheté un appartement il y a plusieurs années en Normandie. Je rentre dans l'appartement, la personne vient frapper en me disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» C'est un appartement à vendre. Oui, mais en fait, c'est moi la propriétaire. Puis elle me regardait, c'est limite, elle n'allait pas me demander ma pièce d'identité pour voir si c'était vrai. Notre place dans l'espace est aussi demandée. Il y a toujours un doute, en fait. Exactement. Que si on se trouve dans une boutique, on est suivi. Quand on est... on doit toujours justifier notre place, là où on ne te demanderait pas à toi de te justifier de qu'est-ce que tu fais là. C'est ce que je pense qui est très important de distinguer quand on parle du privilège blanc. C'est pas un privilège social dans est-ce que je suis riche, pas riche. C'est un privilège de j'ai pas à m'inquiéter si j'ai pas mes papiers. Exactement. J'ai pas à m'inquiéter de est-ce qu'on me pose la question d'où je viens d'ailleurs. Et de rentrer, comme toi tu dis, dans une boutique, c'est vrai que jamais ça me traverse l'esprit. Est-ce qu'on me suit ou pas ? Oui. Je n'y pense même pas. Oui, et puis ne pas s'inquiéter alors en disant qu'est-ce qu'on va encore te dire aujourd'hui ? Parce que c'est des choses... il y a toujours une petite agression, que ça soit dans la boulangerie. Donc, en fait, ta vie, tu passes ton temps à être agressé. Mais c'est pas des grosses agressions, c'est sûr, on va pas me taper dessus tous les jours. Hein. C'est pas ça dont je parle. C'est des micro-agressions, justement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que dans votre podcast, vous parlez beaucoup de ça, et notamment au travers des recherches du docteur Catherine Guéguin, et sur l'enfance. Qu'est-ce que ces micro-agressions répétées, elles expriment, et en quoi elles n'ont rien de micro, en fait ? Elles expriment, en fait, justement, un poids. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était que si on te demande, par exemple, toi tu es blonde, si... ta couleur de cheveux était tout le temps remise en question, par exemple, pourquoi tes cheveux sont blonds ? Est-ce que c'est sale ? Est-ce que c'est la couleur de... tu vois, c'est des choses... c'est difficile. On dit que je suis bête. Tu sais, c'est le stéréotype. Voilà. Mais est-ce que dès la petite enfance, par exemple, ta maîtresse te dit « Oui, mais Clémentine, puisqu'elle est bête, parce que c'est carrément ça, hein, personne à l'école ne te dira « Puisque Clémentine est bête, nous allons faire... » Voilà. Mais en fait, on va à ça. C'est... on est vus comme des voleurs. Enfin, nos enfants sont réellement vus comme des voleurs à l'école. Il y a quelque chose qui disparaît. La première personne qui va être inquiétée va être l'enfant racisé.
C'est juste, voilà. Mais moi, j'en viens à dire à ma fille, je dis que je ne trouve jamais un truc, même qu'on te prête, je ne veux pas que tu le prennes. Parce que je l'ai déjà vécu. Quelqu'un me prête quelque chose, elle a oublié, puis elle dit qu'en fait, je le lui ai volé. Parce que forcément, je suis une voleuse. Et ma mère m'a toujours dit, on te prête quelque chose, tu dis non, tu refuses. On te donne quelque chose, tu dis non, tu refuses. On ne te donne rien, on ne te prête rien. Voilà. Et c'est simple, Moi, ma fille, par exemple, elle a une copine qui est blanche, qui a volé quelque chose dans le sac d'un autre, qu'elle a trouvé très rigolo. J'ai dit à ma copine, à ma fille, non, tu t'en approches pas. Parce que le jour où elle est accusée, il est très facile aussi pour elle de dire qu'en fait, c'est toi. Et c'est plein de petites choses comme ça, c'est le poids sur les enfants. Par exemple, ma fille est arrivée dans cette école, elle a 1 année d'avance. La première fois où je vais voir la maîtresse, je lui parle et je lui dis, comment ça se passe avec ma fille ? Et là, elle me dit, je vois pas de qui... Et puis elle me regarde, c'est la seule enfant métisse. Et là, elle regarde et elle me dit, ah, celle qui a des difficultés, qui a des problèmes au bout d'une journée. Au bout d'une journée, elle a pu voir que ma fille avait des difficultés. Et surtout qu'elle en a pas. Donc en fait, elle a catégorisé ma fille avec des difficultés scolaires. Parce que pour elle, forcément, une enfant, voilà, métisse, noire, voilà, ça a des difficultés scolaires. Et c'est plein de petites choses comme ça. Par exemple, elle s'est fait taper dessus par un enfant plusieurs fois, pendant plusieurs jours d'affilée. Elle est revenue avec une trace sur le ventre, parce qu'il lui avait donné un coup de pied sur le ventre, elle n'arrivait plus à respirer. Elle est venue nous le dire. 1 fois, 2 fois, on va voir l'enseignante, la maîtresse en question, et elle nous dit, non, mais ne vous inquiétez pas, c'était un enfant de très bonne famille, c'est quelqu'un de très bien. Mais cet enfant est en train d'agresser ma fille. Mais comme il est de très bonne famille, c'est pas grave. Tout va bien, voilà. Et puis je lui dis, non, mais c'est pas ça le problème en fait. Et après elle me dit, mais oui, mais c'est un petit garçon en plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça, vous savez, les garçons. Je lui dis, non. Et au bout d'un moment, comme je ne laissais pas la faire tomber, ça l'a énervé la maîtresse. Et elle m'a dit, bon d'accord, je vais y en parler. Elle n'en a jamais parlé ni aux parents, ni à l'enfant. Et le lendemain, 2 jours plus tard, ma fille reçoit un mot dans le cahier... comme quoi elle s'était moquée de cet enfant, de l'écriture de cet enfant. Ce qui est vrai, mais elle a eu le droit de faire une lettre d'excuse à cet enfant, elle a été punie de récréation, et en plus de ça, elle a eu un mot dans son cahier, alors que l'enfant qui la tape depuis plusieurs jours n'a eu rien du tout. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu pour dire, on te remet à ta place, tu t'es plaint pour quelque chose, on va te montrer en fait que t'as pas forcément la possibilité de te plaindre. Et puis là, tu touches à 2 choses. Il y a le sexisme, exactement. La parole d'une femme, ou d'une petite fille, exactement. Et la parole d'une petite fille qui est métisse. Qui est noire. Voilà. Donc, tout à fait. C'est double exactement. Standard, double préjugé. Quoi. Exactement. Mais toutes ces petites choses, en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça envoie à l'enfant ? Que ta parole n'est pas écoutée. Qu'en fait, tu n'as pas le droit de te plaindre. Qu'en réalité, tu n'es pas très intelligent. Puisque, en plus, elle a des difficultés. Il faut savoir aussi que c'est prouvé, il y a eu des études aux États-Unis, en France il y en a beaucoup moins, mais il y a eu des études aux États-Unis qui ont montré que les enseignants blancs avaient tendance à interroger les enfants blancs. Moi je l'ai vu pendant le Covid, pendant le Zoom, ma toute petite a levé le doigt, mais pendant pratiquement toute l'heure, et à la fin la maîtresse lui dit, en maternelle, on a interrogé tout le monde est passé, sauf elle. Et au bout d'un moment, j'ai mis j'ai dit non, Nirina n'est pas passée. Ah bon, d'accord, alors on va te faire passer, mais avant on refait passer un enfant qui a parlé déjà 3 fois. Donc en réalité, elle n'existe pas. Et puis à la fin, elle était complètement recroquevillée sur elle-même et elle ne voulait plus parler. Et c'est ça. Et quand c'était son tour de parler, elle bégayait, c'est lui montrer en fait qu'elle n'est pas importante, que les autres vont passer 3, 4, 5 fois avant qu'elle ait le droit de parler. Et c'est toutes ces choses en fait, les micro-agressions. C'est aussi quand à l'école, on voit des textes qui sont clairement racistes et qui sont mis sous la main des enfants. Qu'est-ce que l'enfant racisé va penser quand, par exemple, il y a eu une poésie avec Ching Chong ? Ching Chong, avec sur le dessin un personnage qui se tire les yeux comme ça. Et c'est censé être pour la tolérance, ça ? Mais puis rien que ce mot tolérance, tolérer quoi ? Qu'est-ce qu'on doit tolérer chez nous ? Moi, il n'y a rien qui m'énerve de plus qu'une personne qui me dit « Non mais moi je suis tolérante !» Mais tolérante de quoi ? Voilà. Qu'est-ce que tu dois tolérer chez moi en fait ? Je demande aucune tolérance. Nous sommes des êtres humains, on n'a pas à nous tolérer.
Et rien que ces mots-là, en fait, ce côté, quand on parle de nous, on parle de tolérance. Il y a quelque chose qui est gênant là-dedans. Si on est d'égal à égal, on n'a pas à nous tolérer. C'est ce côté qu'il y aurait de la tolérance, le fait de nous intégrer quelque part, le fait de... Voilà. Non, en fait, on devrait juste avoir un échange normal, sans aucune tolérance. Moi, je ne dis pas que je tolère quand je vois un blanc. Ah, qu'est-ce que je suis tolérante, je fréquente plein de blancs. Je me dis jamais ça. Et ça serait choquant. Voilà, et pourquoi mais non, mais moi je suis pas raciste, je suis tolérante, j'ai un ami. Non. Enfin, je trouve ça tellement... Enfin, rien que ces mots, ces termes ont un problème. Pose problème. Depuis que Nadine Morano a dit cette phrase, si tu veux, non, mais au moins ça fait rigoler du monde. Mais voilà. Non, mais après, elle n'est pas toute seule à l'avoir dit. Depuis petite, je l'entends. Et voilà. Et les critères de beauté aussi, par exemple, de se dire... Qu'est-ce que je disais tout à l'heure à l'école, de dire bah ouais, mais être noir c'est caca, c'est sale, c'est pas très beau. Voilà, moi ma fille me dit bah je pense que j'aurais pas d'amoureux parce que je pense que et ça, c'est toutes ces choses, quand tout ce qui passe à la télé est blanc, tous les super-héros sont blancs. Et je sais pas si tu as vu, il y a eu un dessin animé sur YouTube qui a fait quand même polémique où il y avait une princesse qui avait désobéi à son papa et qui n'avait pas... Enfin, je sais pas, elle avait dû mentir sur quelque chose. Et sa punition, c'est qu'elle est devenue vieille et noire. Donc, en fait, elle est devenue moche. Et le lendemain, elle avait perdu toute sa beauté. Donc, toute sa beauté, c'était sa jeunesse, bien sûr. Et en plus de ça, au lieu d'être blonde, elle était devenue noire, avec des cheveux frisés. Donc, qu'est-ce que ça injecte, en fait, dans l'esprit d'un enfant ? Et ça commence très tôt, parce que tu vois, je veux quand même citer, parce que tu as lors de ton 30e épisode, il y a Dr Anne Reynaud, c'est ça que tu as interviewé, et elle dit exactement la compréhension que l'enfant va faire de la relation à l'autre va se construire dans les expériences répétées qu'il va pouvoir vivre sur ces 3 premières années. Et quand des enfants racisés d'un côté vivent toujours les mêmes expériences avec la façon dont on traite leur corps, parce que ça commence même dès la naissance. Le corps, comment les infirmières à la naissance, parce que moi j'ai eu ça, ma fille, elle a été, mais oui, mais non, mais les enfants, les petits noirs, comme elle me disait l'infirmière, les petits noirs, c'est plein de muscles, donc c'est bon, on peut là. Elle l'a secoué dans tous les sens. À un moment, j'ai dû prendre mon enfant en disant non. La façon dont on traite le corps des enfants noirs dès l'enfance, qu'on traite les corps des enfants noirs, par exemple à la crèche, et la façon dont les enfants blancs voient tout ça. Dès petits, ils voient qu'on peut faire ça, aucune réaction. On peut dire ça fait ça là. Les livres qu'on lit, tout le monde est blanc. Les super-héros sont blancs. Et que quand il y a des noirs, ils font des bêtises. C'est le méchant. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on intègre d'un côté quand on est blanc, et qu'est-ce qu'on intègre d'un côté quand on est racisé ? Depuis l'enfance. Donc, voilà comment on en vient là. C'est que dès la petite enfance, en fait, avant même 3 ans, on donne ce genre d'informations. Et voilà comment on crée des problématiques au sein des relations. Voilà comment, parce que pour moi, dans ce que je vois, quand je vois des personnes qui n'ont pas qui ne connaissent rien des problématiques des autres, c'est qu'en fait, il n'y a que leur monde qui existe. Et que quand on n'est pas capable d'entendre l'autre, c'est que l'autre n'existe pas non plus et que l'autre n'est pas important. Et qu'en 2020, les débats télévisés, la politique, les livres, tout tourne autour de la blanchité et qu'on se dit... de l'homme blanc, en vrai, tu vois. Exactement. Exactement. Et quand une Aïssa Maïa parle... et qu'en réalité, elle est hystérique, elle a un problème. Enfin, en plus, du coup, il y a le sexisme, il y a tout qui va, quoi, tu vois. Elle est agressive, parce qu'une femme noire, c'est agressif. Une femme noire, c'est fort, elle est forte, elle est agressive. Et il y a toutes ces choses qui se jouent, en fait. Et tous ces stéréotypes, ils viennent d'où ? Parce qu'ils n'ont pas changé depuis des siècles, en fait. C'est toujours les mêmes. On est toujours du caca, on est toujours agressif, on est toujours voleur, on est toujours violent. Il y a peut-être une chose qui a changé, c'est le sport. De se dire, avant, on était nuls en sport parce qu'on avait des chevilles trop petites. Et au XXe siècle, après les Jeux Olympiques, en fait, il y a eu un noir qui a gagné. Donc, du coup, on est devenu super fort en sport. Oui, après Jesse Owens, voilà, ça a tout changé. Ça a tout changé en 68. Ouais. Tout à fait. Et c'est très drôle. Donc, le rapport dans le sport, le rapport
avant cet événement, Voilà. Et ensuite, on est devenus en fait des gens. Par contre, on a toujours été bêtes. Là, d'un coup. Voilà. Du coup, l'intelligence n'a jamais été dans le truc. Mais là, avant, on était nuls en sport et pas très intelligents. Maintenant, on est devenus en fait des corps sportifs, musclés. Et du coup, même la vision de l'autre a changé. Tu vois, comme quoi un stéréotype. Quand on voit un noir, par exemple, on va plus voir l'homme noir musclé, on va dire ah non mais ça c'est normal. On voit pas tous ceux qui sont gras du bide, on va dire voilà. Non mais voilà, donc en fait c'est le stéréotype de l'homme noir. Normal, quoi. Voilà, c'est ça. On va voir une femme noire avec des formes. Non mais ça c'est les noirs en fait. Et toutes les autres en fait voilà. Et on va retenir qu'un type. Et tout ce qui va voilà et ça va faire en fait le tableau du noir. Par contre, quand on est blanc, on a le droit d'avoir des personnalités, on est des êtres humains, on a des tonnes de sentiments. Par contre, quand on est noir, on n'a pas tout ça. Dans votre podcast, et pour préparer cette interview, on a beaucoup discuté, toi et moi. Vous parlez donc énormément de l'école, parce que c'est comme tu dis, c'est le microcosme de la société. Vous expliquez que, évidemment, l'environnement de l'école peut être problématique, mais il n'y a pas que ça, c'est tous les clichés qui sont imprégnés au sein des professionnels qui gèrent. Il n'y a pas que les instituteurs, d'accord. D'ailleurs, à l'école, il y a plein d'autres professions. Qu'est-ce que tu crois il faudrait faire ? Il faudrait que ce soit intégré dans leur formation, les stéréotypes genre et racisés. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ? Parce que évidemment que tous les instituts ne sont pas empreints de clichés racistes, heureusement, évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait pour déconstruire tout ça ? Alors déjà, je pense que apprendre, ne serait-ce que lire des livres. Il y a des livres qui sont écrits par des personnes racisées qui racontent en fait l'histoire autrement. Apprendre aussi sur l'histoire de France. Même moi, je suis étonnée de voir parfois des enseignants pas la connaître tant que ça ou connaître juste une petite partie de l'histoire de France. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu étonnée, voilà. Et aussi peut-être rencontrer des personnes racisées, avoir au sein de la formation un enseignement, une formation pour pouvoir détecter ce genre de stéréotypes, discuter avec des personnes. Écouter des émissions, des podcasts. C'est vrai que je pense qu'il faut une réelle formation, mais en réalité, je pourrais dire qu'il n'y a pas que les enseignants qui devraient avoir une réelle formation. Je pense qu'ils devraient peut-être avoir une réelle formation chez les journalistes, dans les entreprises. Dans les entreprises. Peut-être que même au sein du gouvernement, il faudrait, pas une personne, parce que c'est toujours le même problème. Vous mettez une seule personne, elle est acculée. Elle est acculée de toutes parts. Si elle est toute seule, elle ne pourra jamais rien changer. Parce qu'il y a ce poids-là aussi, de se dire, en fait, nous, on passe notre temps à marcher sur des œufs pour ne pas faire de vagues et pour ne pas trop brusquer la personne blanche qu'on a en face de soi. Mais réellement, de se dire, jusqu'à où je peux aller avant qu'il y ait le... Voilà. Et c'est très compliqué de se dire, en fait... Et on parlait des micro-agressions tout à l'heure, il y a aussi ça. Ce côté que l'enfant, au bout d'un moment, intègre ça. Et va intérioriser des choses, ne pourra pas parler librement, va devoir changer son comportement par rapport à ce qu'on pense de lui, et va aussi... Ça va causer un stress énorme chez l'enfant. Il va pouvoir... par exemple, en situation d'examen, il faut savoir que c'est comme pour les filles. Tu mets un enfant noir entouré de blancs, les études ont été faites aux États-Unis, il a de moins bonnes notes que les blancs, pas parce qu'il est plus mauvais, mais parce qu'il est déjà en stress, parce qu'il a intégré le stéréotype. Tu mets une fille dans une classe de garçons, tu mets une évaluation de mathématiques, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se jouent. Il y a cette dépersonnalisation des enfants racisés. C'est de se dire, voilà, je ne veux pas, je peux pas me comporter comme ça, parce qu'en fait, sinon, je vais correspondre au stéréotype. Ou alors, je vais devoir me comporter comme ça, parce que sinon, je ne corresponds pas au stéréotype. En fait, tu es toujours en train de jongler, tu n'es jamais toi-même à 100%. Et ça, c'est très compliqué. Oh, puis ça, vous en parlez de ça dans le podcast, et ça a des vraies séquelles sur la personnalité future de l'adulte, en fait. Et jamais même sur pu être soi-même. Tout à fait. Et la construction du cerveau, Catherine Gueguin en parle très bien. Je pense qu'il y a aussi des livres comme ça qui sont faits, des livres sur la psychologie, la construction. Et parfois, il faudrait peut-être se demander en se disant, voilà, au lieu de dire fille, on pourrait dire une personne racisée. Au lieu de dire ça,
en fait, c'est exactement les mêmes problématiques. Et ce qui est étrange, c'est que les gens sont capables de le comprendre quand on parle pas des personnes racisées, mais à partir du moment où on dit racisé, oh là 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 là, ça pose problème. Est-ce que tu penses aussi le fait que la politique française, c'est de dire on ne fait pas de statistiques ethniques, soi-disant pour de l'égalité, fait que justement, on met jamais le doigt sur les problèmes et on fait comme si ça n'existait pas. Mais tout à fait. Et j'irai encore un peu plus loin, dans le sens où, en fait, en France, il y a une histoire aussi. Faut savoir que l'esclavage se passait en dehors de France. Pas comme aux États-Unis. C'est ce qui fait aussi toute la différence. L'esclavage s'est passé, par exemple, sur le territoire américain. En fait, l'esclavage est toujours passé en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti. Enfin, c'était en extérieur. C'est pas sur l'Hexagone, en fait. C'était pas en France même. Donc, à partir de là, le racisme a toujours été ailleurs. L'esclavage était interdit sur le territoire français. Mais c'était quand même le gouvernement français qui le faisait. C'était quand même des citoyens, des gens qui... Voilà. Mais à partir du moment où c'est un ailleurs, on refuse de voir ce qui se passe en fait au sein. Voilà. Donc à partir de là, la France a toujours estimé que tout ce qui se passait, même la colonisation, c'était pas sur le territoire, on est bien d'accord. C'était un ailleurs. On pouvait faire de la propagande, on pouvait raconter une histoire, on pouvait voilà, mais c'était pas ici. Donc depuis toujours, on a dans la tête qu'en fait non, le racisme, voilà, c'est pas ici, c'est ailleurs. Et pour appuyer ça, la science a toujours servi, en fait, pour appuyer ce genre de... Voilà, avec Broca, par exemple, qui nous a quand même expliqué que, selon la taille du cerveau, que les Noirs avaient une taille de cerveau plus petite, que les Asiatiques un peu plus grosses, et que les Blancs étaient carrément au-dessus, supérieurs, puisque le cerveau était plus grand. Puis quand un jour, il s'est rendu compte qu'en fait, non, il y a des Noirs, en fait, qui ont un cerveau plus gros que des Blancs, puis il y a des Asiatiques, non, tout compte fait, ça marche plus. Mais voilà. Et la science a servi à ça. Et les statistiques, c'est aussi une science. Donc à partir de là, la science ne peut pas appuyer. Donc il est interdit. Le fait de ne pas pouvoir nommer, le fait de ne pas pouvoir mesurer, le fait de ne pas pouvoir regarder, ça permet tout simplement de dire non, il n'y a pas. On est tous d'accord, il n'y a pas. C'est là-bas que ça se passe. Oui, du coup, ça entretient ce qu'on appelle le colorblind. Tout à fait. Faire comme si on ne voyait pas les couleurs. Exactement. Et que ça, sous couvert d'un bon sentiment, que j'ai la sensation que c'est pour nous, les Blancs, les personnes blanches, au final, ça élude... Enfin, on vous empêche de pouvoir parler et communiquer sur ce problème. Et j'ai remarqué aussi que souvent, comme tu disais, chez les enfants, on ne vous croit pas, mais de manière générale, que tu sois enfant ou adulte... Oui. On ne tolère pas les histoires de racisme. On dit que non, c'est pas vrai. Ou alors, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui t'a craché dessus ou qui t'a tapé. Et là, encore, on va dire... Oui, voilà. Et là, on va te dire, qu'est-ce que tu as fait avant ? D'accord. Voilà. Il y a eu, par exemple, chez des petits garçons. Voilà, exactement. Il y a des petits garçons qui se sont retrouvés, par exemple, envoyés du collège, de l'école, parce que, justement, on a estimé... que comme petits garçons noirs, ils sont forcément violents. Donc le petit garçon noir, à partir d'un certain âge, quand il est tout petit, c'est mignon, comme un chien en fait. On est toujours dépersonnalisé. Ah, que c'est mignon. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir un enfant métis ? C'est comme si je rêverais d'avoir ce sac à main. Tu vois, je rêverais. Bon, je sais pas, avoir des enfants métis, c'est pas juste un objet qu'on pose là. Il y a je sais pas, sors avec un noir déjà. Si, je sais pas, intéresse-toi aux gens, je sais pas. En fait, on n'a pas des enfants métis par... bon, je vais pas rentrer dans ce truc-là. C'est pas une opération du Saint-Esprit. Non, mais de me dire, je rêverais, je trouve ça trop mignon. Je parle pas comme ça, je vois un enfant blanc, oh mais que c'est trop chou, mais je rêverais trop d'avoir un comme ça chez moi, mais c'est trop... tu vois, il y a vraiment déshumanisé quelqu'un. En plus de ça, quand c'est mignon quand c'est petit, quand ça grandit, à 10 ans, là, c'est plus un enfant. Les Noirs, en fait, les personnes racisées, pas que les Noirs, les Maghrébins, puis entre Asiatiques, Maghrébins et Noirs, c'est déjà pas les mêmes stéréotypes, c'est pas la même façon de voir les choses. Mais les Maghrébins et les Noirs, à partir de 10 ans, c'est tout de suite la violence. C'est ce côté, le Maghrébin va être voleur, le Noir va être agressif, violent. Donc quand tu te fais agresser et que tu te défends, on va se dire, mais c'est peut-être toi qui l'as cherché. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Et c'est toi qui es renvoyé de l'école. Et c'est régulièrement comme ça. C'est forcément, tu as fait quelque chose pour mériter ça.
Et pour la petite fille, c'est la même chose. Si elle a dit quelque chose, c'est peut-être parce que tu l'as cherché, tu l'as embêté. Sauf que ça va pas dans les bagarres, déjà, peut-être même aujourd'hui, dans les cours de récré, il y a rarement des filles qui vont, enfin, ça existe sûrement, mais qui vont rarement aller jusqu'aux mains. Et du coup, c'est peut-être pour ça que la petite fille noire est pas vue comme agressive. Et encore, je dis des bêtises parce qu'à l'âge adulte, quand tu parles trop fort, t'es agressive. Moi, c'est déjà quand t'es une femme, tu le sais. Voilà, déjà, t'es hystérique et agressive, donc... C'est vrai. C'est marrant ce que tu dis, parce que ces derniers temps, sur le plan médiatique, on parle beaucoup de l'affaire Traoré. Et il y a énormément de chaînes info qui débattent là-dessus de manière un peu particulière. Mais souvent, l'argument, c'est de dire, oui, mais bon, Adama Traoré, il avait 17 condamnations. Tout à fait. Comme si ça justifiait le fait qu'il puisse être tué. Et puis pourquoi Adama Traoré avait 17 condamnations ? Ça, c'est clair que si on s'y intéresse vraiment à la racine, ça peut expliquer. On Exactement. peut aussi prendre la part de la société, dire il y a peut-être un souci, c'est pas normal qu'à cet âge-là on ait autant de condamnations. Mais même, ça n'excuse pas. Mais surtout, c'était de la bouche de blanc, parce que sur les plateaux télé, c'était ça, ça pourrait être une justification. Exactement. Alors c'est vrai, je pense qu'on ne ferait jamais ce raccourci. Tout à fait. Rien ne justifie la mort de quelqu'un. Exactement. Et c'est la même chose pour George Floyd. Sur France 5, dans cet avou, moi j'ai trouvé ça super violent. Je ne sais pas si tu as entendu. Mais pendant qu'il mangeait tranquillement à table, il y avait le médecin qui disait « Oui, ce gros gaillard, il est en train de se faire tuer derrière. » Donc il y avait 4 blancs assis tranquillement en train de parler de la mort avec l'image derrière. Ah ce gros gaillard, il devait avoir des problèmes quand même, des problèmes de santé pour être mort comme ça, ce grand gaillard et patati. Moi j'ai trouvé ça, avec la mort de quelqu'un en direct, tout le monde est en train de manger à table comme si, ça va. Et ce grand gaillard, il avait des en fait c'est problèmes de santé. En fait, on a tous des problèmes de santé quand on se fait écraser sous le poids de 4 policiers, dont un qui... moi j'ai trouvé ça, encore une fois, c'était pas très humain la façon dont c'était traité. Non mais t'as raison, quand tu parles des enfants qui s'identifient à ce qui se passe à la télé, ça renvoie... ça n'a pas changé depuis ton époque en fait. Non. L'image qui est renvoyée. Et est-ce que t'as la sensation depuis quelques semaines qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une prise de conscience, ou au contraire, ça libère des paroles qui peuvent être racistes ? Est-ce que c'est à double tranchant ? Comment tu moi, je me méfie toujours un petit peu parce que... j'ai aussi l'impression que c'est un phénomène de mode en fait, parce que nous, ça fait des années qu'on dit la même chose. Donc là, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas trop dans quel sens. C'est vrai qu'on en parle plus, que les personnes racisées sont d'autant plus choquées parce qu'en réalité, on a vu la mort de quelqu'un avec ce qui s'est passé chez George Floyd. On a vu la mort de quelqu'un en direct et on s'est tous, je pense, mis à sa place, que ça pourrait être nous, que nos vies ne valent pas grand-chose en réalité dans cette société. Et que c'est vrai que pour Adama Traoré, ça n'a pas été filmé en direct, mais c'était exactement la même chose. Et ça a été très difficile, je pense, et c'est toujours très difficile pour les personnes racisées aujourd'hui en France. Ça a été pour moi un réel choc. Moi, j'ai pleuré pendant plusieurs jours. J'ai pensé à mes enfants. J'étais vraiment très mal parce que je me suis dit, en 2020, en fait, voilà, si je vais aux États-Unis, si je voyage, il faut aussi que je... oui, parce que nous, quand on voyage, on pense à ça. Il y a des lieux où les gens sont plus racistes que d'autres. Il y a des... Voilà. Donc, de me dire pour mes enfants, est-ce qu'un jour ça peut arriver ? Est-ce qu'un jour ma fille sera... je sais pas, être attrapée par la police, être maltraitée. Il y a eu une femme noire qui a été... à un moment, ils se sont dit, tiens, oui, mais on dirait qu'elle racolait. Parce que oui, forcément, quand on est noir, on est prostitué, même quand on est enfant. Moi, à l'âge de... J'avais 13 ans, quand mon prof de mathématiques, monsieur Le Guillou, qui doit être à la retraite aujourd'hui, j'avais pas de feuille double. Il m'a dit, de toute façon, la petite ratovo-nazie, c'est pas la peine d'avoir des feuilles doubles. Vous finirez sur le trottoir, comme toutes les personnes de votre espèce, sur le trottoir à Paris. Donc, voilà, j'avais 12-13 ans. C'était pour moi une agression, mais totale. J'étais vue comme une prostituée à l'âge de 12-13 ans parce que je n'avais pas de feuille double et que je finirais comme les Noirs prostituée à Paris. Donc en réalité, ça nous met... C'était un choc de plus, une violence de plus, en direct comme ça, et que même le direct fait que personne autour ne peut empêcher notre mort. C'est un peu ce que ça a fait. Mais je ne sais pas en fait, il est temps que ça change, mais je ne suis pas sûre en fait que ça va réellement changer. Quand on entend, par exemple, ne serait-ce que ces histoires de déboulonnement de statuts, moi, je n'arrive même pas à comprendre que les personnes
ne s'intéresse pas aussi en se disant, mais par exemple Gallieni, quand il est venu à Madagascar, il n'est pas venu en faisant du bien, il est venu, il a renversé tout un pouvoir, il a renversé un système, et que ça a fait des choses, qu'en 1947 à Madagascar, il y a eu plus de 10 000 morts, et qu'il est important de savoir ça, qu'au Sénégal, enfin, il y a eu plusieurs... et que les Noirs qui ont participé à l'histoire de France sont totalement effacés. Quand Alexandre Dumas, on ne reconnaît même pas qu'il soit noir, qu'on étudie en fait et que c'est caché. Enfin, de se dire en fait, quand Joséphine Baker participe par exemple et donne sa fortune au général de Gaulle pour pouvoir... mais est-ce qu'on en parle de tout ça ? En fait, il faudrait réécrire cette histoire ensemble, l'histoire de France. Et avec la réelle histoire de France. Je pense que ça va beaucoup plus loin que juste dire on va changer, on va... Juste les beaux discours, en fait. Je pense qu'en France, c'est toujours la même chose. Il y a une crise, il y a eu 2005, il y a eu des beaux discours. Mais puis après, ça passe et on est toujours dans les mêmes problématiques. Je pense que ça suffit, les beaux discours. Il va falloir analyser cette société ensemble, regarder en fait son histoire en face, ne pas faire des détours et accepter de se dire, bah oui, ces personnes, ces statues qu'on met, ces noms de négriers qu'il y a sur ces rues, est-ce que c'est normal en 2020 ? C'est bien beau de reconnaître en fait l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais depuis, qu'est-ce qui est appris dans les livres d'histoire ? Ce qui se passe aujourd'hui en Martinique, ou de se dire, bah oui, mais bon, en fait, l'esclavage s'est pas arrêté sous le bon vouloir de l'homme blanc en se disant, bah oui, tout compte fait, on a découvert que c'était pas bien. Non, des gens ont été tués pour ça. Il y a eu des révolutions. Des Noirs ont perdu leur vie pour pouvoir briser ces chaînes. Et c'est la même chose, en fait, pour la colonisation. Des gens se sont révoltés, des morts, des femmes, des hommes. On n'a pas décolonisé comme ça. Ça n'a pas été donné. Et il va falloir l'apprendre aussi, cette histoire. Quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a été libérée, ce n'était pas que des Américains. Les tirailleurs sénégalais dont on parle, ce n'était pas que des Sénégalais. Il y avait des Malgaches dedans. Il y avait des Ivoiriens. Il y avait des Vietnamiens. Et je trouve ça juste horrible que les étrangers soient des tirailleurs sénégalais. Je ne trouve pas ça normal qu'on englobe comme ça des tirailleurs sénégalais. Ils venaient de nombreux pays, et ces pays étaient colonisés, mais se sont battus aux côtés de la France. Pendant que eux étaient sous colonisation, pendant que eux n'avaient pas le droit à leur liberté, ils sont venus libérer la France. Ces gens sont morts. En plus, il y a eu... Donc, toutes ces choses, en fait, cette histoire, il faudrait peut-être aussi la raconter. Et ça commence à l'école. Commence à l'école parce que c'est vrai que c'est là où on essaye de comprendre notre société. Tout à fait. Mais les programmes scolaires ne sont pas écrits par l'école. Ils sont écrits bien plus haut. Oui. Voilà. Oui, parce que si ça se trouve, il y a des enseignants qui font bien leur travail et qui essayent d'ouvrir le champ de ce qui est écrit dans le livre. Bien sûr, il y en a. Mais il faudrait lisser au niveau national sur l'histoire, c'est pas que via le prisme blanc. Exactement. C'est ça, en fait. Voilà. Et que des Noirs, en fait, en France, qui ont contribué à faire des choses pour la France, il y en a plein. Et qu'on ne les entend jamais et qu'on ne les voit jamais. Ah si, on va te dire, Omar Sy, c'est la personnalité française préférée des Français. Plus maintenant. Omar Sy, maintenant, quand il dit quelque chose, ça va plus. Qui reste à Los Angeles, apparemment. Parce que moi, je l'entends aussi beaucoup. Il est personnalité préférée des Français tant qu'il fait chocolat. À partir du moment... Et encore une fois, on a une place. Là, ça implique notamment sur les violences policières. Oui, et puis on a une place aussi. C'est toujours la même chose. En fait, il faut faire le clown, il faut être le sportif, il faut être la prostituée, il faut être la femme de ménage. Regardez, mais... On est très bien tolérés si on est femme de ménage ici en France, ne serait-ce que que ça soit à la SNCF, quand je vois toutes ces personnes. En fait, on est toléré à partir du moment où on a un certain statut et qu'on est là pour être éboueur, femme de ménage, qu'on contribue et là tout va bien. Mais si on demande des droits en fait, si on veut vivre comme tout le monde, faudra déjà remercier la France avant de commencer à vouloir exister en tant que personne autre que éboueur et femme de ménage et clown. Alors j'ai une dernière question. Tu es en couple avec un homme blanc, oui. Donc vous avez des enfants métissés. Comment est-ce que vous abordez ces questions-là entre lui qui vit pas le racisme et toi ? Est-ce que vous devez avoir ces discussions en amont
entre adultes et ensuite tu peux en parler avec tes enfants. Comment est-ce que vous vous organisez ? Alors, en fait, déjà, on s'est connus très, très jeunes. On s'est connus, on avait 19 ans et 20 ans. On n'avait pas d'enfants, donc on était quand même d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses. Et les problématiques dues au racisme sont venues très rapidement, en fait. Parce que y a eu des mots qui ont été dits via ses amis, des choses. Et lui, en fait, il ne s'était pas rendu compte de tout ça. Parce que il n'avait pas... il n'avait peut-être pas autant de personnes... Enfin, il avait pourtant des amis maghrébins, des amis noirs, mais... C'est bizarre parce que ces discussions n'étaient pas venues clairement comme ça. Et au bout d'un moment, en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un problème. Et lui, au début, il me l'a peut-être reproché aussi en se disant « Mais comment ça se fait que tout le monde te dit ça, en fait ?» Et lui, ça l'agaçait. Il dit « Mais pourquoi les gens te disent ça ? Pourquoi ?» J'ai dit « Mais donc c'est moi le problème ?» Mais il s'est dit « Mais non, mais comment se fait-il que je n'ai jamais vu ça avant ? Et pourquoi à chaque fois que tu es là, les gens se permettent de dire des choses ?» Donc il a commencé à se questionner par rapport à tout ça. Et ça a été aussi très difficile de l'entendre pour lui, de le voir. Et aujourd'hui, il le voit très bien. Et il en parle à nos enfants. On en parle tous les deux à nos enfants. On le perçoit pas forcément de la même façon. Par exemple, la dernière fois, il y a eu une dame qui a fait quelque chose à ma fille. Il l'a vu, mais il n'a pas pu réagir. Tu vois ? Il a vu, il a été choqué et après dans sa tête il s'est dit mais pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi et c'est pareil, ma fille lui a bien rappelé en fait ce jour-là qu'en fait il aurait dû réagir et il aurait dû réagir et c'est ça aussi, c'est de se dire d'avoir le réflexe d'agir tout de suite. Et il s'est senti très mal à l'aise et il était en porte-à-faux vis-à-vis de sa propre fille. Donc ça peut être très compliqué parfois, et c'est très compliqué dans le sens où les choses que je vis, il ne le vit pas. Il le voit, mais il ne le vit pas. Et même vis-à-vis de sa propre famille, il y a eu des problèmes. Et ça a été très difficile pour lui de leur faire entendre. Il a beau essayer, il a beau expliquer, donner des livres, faire des choses, et il y a aussi une espèce de déception pour lui de se rendre compte que sa propre famille a ce genre de réflexion. Donc c'est quand même très compliqué. Et cette histoire aussi en France où le métissage réglerait tout, mais pas du tout. Il y a d'autres problématiques qui s'y jouent, et qu'en réalité, le métissage ne règle absolument rien. Et ne serait-ce que ce terme, le métissage règle tout, est un problème. Parce que là, on revient encore à l'époque de l'esclavage, où il fallait laver le sang des Noirs par le fait de se mélanger pour faire en sorte de faire les gens les plus blancs, les plus acceptables possibles. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, je vois tout de suite la réaction des gens de dire oui, du coup, il a un peu de sang blanc, quoi. Donc, ouais, donc ça va, on l'a un peu purifié. Exactement, tout à fait. Alors, c'est pas ça la beauté du métissage. Et il y a même pas de, enfin pour moi il y a même pas de beauté du métissage en fait. C'est juste, c'est comme voilà, tu vois, mes enfants, pour moi, tout à l'heure on disait, mais mes enfants sont pas métis, ils sont noirs, parce que déjà. Pour moi, un Danois et avec une Française pourraient tout être aussi métis que mes enfants. Mais pourquoi ce seraient eux les métis ? Et pourquoi quand on voit des enfants danois avec des Français, on ne va pas dire d'eux qu'ils sont métis ? Parce que ça a bien quelque chose, ça a une connotation. Il y a quelque chose derrière ça. Et mes enfants ne sont pas métis, ils sont noirs parce que déjà, ils sont vus comme noirs. Peu importe donc, où ils iront en France, leur expérience sera toujours en tant qu'expérience d'enfant noir. Bien sûr, il y a le colorisme. Donc, bien sûr, qu'ils vivront pas le même racisme qu'une personne qui sera noire foncée, comme moi, ou une personne qui sera encore plus foncée que moi. Donc, il y a aussi des histoires de colorisme. Non, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au métissage. Mm-hmm. Donc, toi, tu penses que c'est un abus de langage oui. Que moi je fais ou qu'on fait généralement dans la société, de ne pas dire que tes enfants sont noirs et non métis. Mm-hmm. Mais après, c'est pareil. Moi, je pense ça. Mais encore une fois, il y a des personnes qui ne pensent pas ça du tout. Il y a des personnes noires qui ne pensent pas la même chose. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui me disent « Oui, mais attends, moi je trouve qu'ils sont métis. » Et ça, c'est aussi important de le comprendre, de se dire que on n'est pas tous d'accord. Et que c'est pas parce qu'on est noir qu'on a tous la même façon de penser. Et c'est comme toi, tu as ta façon de penser. Une autre personne à côté de toi, elle a beau être blanche, elle ne pensera pas la même chose que toi. Et une autre encore, et une autre encore. Et il y a autant de façons de penser que de noirs, en fait. Donc, c'est juste, on est tous des personnes avec des réflexions. Et moi, peut-être que c'est aussi mon histoire, parce qu'à Madagascar, en fait,
on est mélangés. Il y a des malgaches de type asiatique, il y a des voilà. Et à partir de là, en fait, je ne dis pas d'eux qui sont métis parce qu'il y a un malgache de type asiatique qui va être avec un malgache plutôt noir ou avec un malgache de type, je sais pas. Donc à partir de là, moi déjà, le métissage, je le vois pas du tout de la même façon. Pour moi, mes enfants sont pas métis parce qu'en expérience, ils ont un mélange de deux cultures, je suis tout à fait d'accord. Mais si tu me dis, par exemple, que demain, on va dire un métis anglais-français, un métis italien-espagnol, un métis suédois-norvégien, on est d'accord. Sauf que derrière ce mot métissage, c'est pas de ça qu'on parle. Donc mes enfants sont noirs, avec, et encore, on peut dire double culture, et encore, je pense qu'ils sont noirs, français. Bien sûr, j'aimerais leur inculquer, leur apprendre la culture malgache et ce que je suis. Parce que moi, je suis malgache. Mais en réalité, ils sont noirs, ils ne sont pas métis. Merci beaucoup, Prisca. Si vous voulez tous d'informations, écoutez le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Et puis surtout, merci parce que je pense que c'est important. J'espère qu'il y a je dis pas que les instituteurs ont tous ce prisme raciste, mais peut-être que ça peut faire déclencher des prises de conscience aussi. Peut-être. Sur comment on se comporte entre une fille et un garçon déjà. Déjà, oui. Voilà. Et un enfant racisé. Ouais. Merci Prisca. Merci à toi Clémentine. C'était Prisca Ratovonasi, cofondatrice du podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment, merci. Mon nouveau site web est en ligne, n'hésitez pas à y faire un tour. Le lien est dans les notes. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.